quand on parle d'IA et de données, attention à utiliser un marteau. C'est en général plus utile pour enfoncer un clou. Et ce marteau, il est efficace quand il est sobre et quand c'est un marteau de confiance. Donc vous aurez compris la référence à l'IA de confiance. Lorsque l'IA sert à créer de la fausse donnée. Donc vous savez que le problème majeur de l'intelligence artificielle, c'est le manque de données. Une fois qu'on aura compris le vivant, on aura maîtrisé le problème du changement climatique. Eh bien Axel, maintenant je vais peut-être te laisser la parole. Tu as quelques... Je dois parler. Tu dois parler, tu dois nous dire quelques mots, donc c'est à toi. On stage, comme on dit, comme tu sais très bien faire, comme tu l'as toujours très bien fait, et comme on a toujours plaisir à t'écouter. Go. Merci Bertrand. Alors on m'a demandé, comme keynote speech de cette fin de journée, de vous parler de la data. C'est vaste. C'est vaste. Et je me suis dit, puisque moi j'en suis à ma 10e année de la mêlée, je vais faire un retour en arrière pour voir comment on parlait de la data il y a 10 ans et essayer de se projeter dans l'avenir, comment on parlera de la data en 2034. Donc un petit bilan pour commencer, pour voir si la manière d'appréhender les problématiques autour de la donnée a changé. À l'époque, je me souviens que les analystes des données étaient assez pionniers. C'était un sujet qui n'était pas grand public et que j'avais beaucoup de mal à convaincre, notamment au sein de mon ministère à Bercy, de l'importance économique à accorder aux enjeux d'ouverture, de collecte, d'analyse, de partage des données. Et donc cette loi pour une république numérique qui érige en principe par défaut l'ouverture des données publiques, elle avait eu du mal à passer non pas auprès des experts, des chercheurs et des startups, mais en interne auprès des administrations, parce qu'il y avait beaucoup de travail de pédagogie et de conviction à faire. Aujourd'hui, tout le monde est absolument convaincu de la valeur des données, de la valeur de la data, sauf que, à l'époque, on parlait beaucoup de big data, souvenez-vous, on parlait parfois de smart data pour essayer de distinguer du big data. Aujourd'hui, ce sont des expressions qui sont beaucoup moins usitées. Et pourtant, 10 ans plus tard, moi je trouve que la data, elle est toujours un peu imbécile. Et si je dis ça, c'est parce que je fais référence à la racine latine du mot imbécile, qui est im baculum. Et im, ça veut dire sans, et baculum, c'est le bâton. Donc une data est imbécile lorsqu'elle n'a pas de bâton, c'est-à-dire lorsqu'elle ne peut pas s'appuyer sur quelque chose pour avancer. Et aujourd'hui, on a parfaitement compris la valeur des données, mais il manque encore, à mon sens, des ingrédients pour faire fructifier cette valeur dans une direction qui ait du sens. Je m'explique et je vais essayer de décliner ce que pourraient être des données avec des bâtons. Aujourd'hui, la donnée, elle est partout, très clairement. L'open data et la montée en compétences et les enjeux autour des données ont été très vulgarisés. Les entreprises se sont outillées, ont recruté. Il y a une montée en maturité du secteur numérique autour de ces enjeux. Ça, c'est absolument certain. Sauf qu'on n'arrive pas parfaitement à la canaliser. Donc la donnée, elle est là, mais elle n'a pas forcément les bons réceptacles. Ces réceptacles, quels peuvent-ils être? D'abord, la donnée face au territoire. Est-ce que les territoires sont un bâton pour la donnée? Est-ce qu'ils peuvent permettre de la soutenir? Ensuite, la donnée face à l'humain. Ensuite, la donnée face à l'intelligence artificielle. Et puis finalement, la donnée face à l'intelligence naturelle. Et j'aimerais terminer par là parce que c'est, à mon sens, l'enjeu le plus important. D'abord, la donnée face au territoire. Les territoires devaient être un bâton pour la donnée. Ils ont toujours été un bâton pour le numérique de manière générale. Moi, quand j'étais secrétaire d'État au numérique, en réalité, j'étais l'héritière d'un ancien ministère qui était le ministère des PTT. Et le ministère des Postes et Télécommunications, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait déployé le téléphone filaire sur l'ensemble des territoires. Et cette tradition
de déploiement des infrastructures dans tous les villages de France, elle est restée très ancrée chez les collectivités territoriales. En revanche, je trouve que les collectivités ont eu du mal à passer des infrastructures aux usages. Donc la tradition des PTT est restée, mais les usages autour des données ont plus de mal à émerger. Pourquoi ? Parce qu'ils demandent des modes de gouvernance qui sont à inventer. Alors, la région Occitanie, les acteurs locaux, la métropole de Toulouse le savent et ils essaient. La difficulté, c'est le passage à l'échelle, et notamment à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Mais ça reste assez compliqué lorsqu'on a véritablement identifié des cas d'usage intéressants de partage de données entre différents acteurs, qui soient publics, qui soient associatifs, qui soient entreprises privées ou académiques dans le monde de la recherche. On sait qu'il faudrait pouvoir partager des données dans des cadres de confiance. On essaie de le faire. Il y a plein d'expérimentations. Beaucoup d'acteurs du partage de la donnée sont dans cette salle, mais on n'a pas complètement craqué le modèle dans son passage à l'échelle encore aujourd'hui. Et je pense que c'est vrai, notamment parce que, oui, la loi pour une république numérique avait créé le principe d'open data par défaut. Oui, elle avait créé la catégorie du service public de la donnée et des données d'intérêt général. Donc, avec cette idée que certaines bases de données étaient tellement essentielles qu'elles devaient faire l'objet d'un intérêt, d'une maintenance régulière, d'un niveau de qualité, d'exigence qui méritait des investissements. Mais finalement, au-delà de ces quelques catégories de jeux de données particuliers qui ont vraiment réussi à donner des cas d'usage intéressants dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la mobilité et du transport, les données foncières, la base adresse nationale, les données sur les entreprises, les données sur le registre des associations, etc. Tout ça sont des données émanant du service public de la donnée. Eh bien, on n'est pas allé tellement au-delà des jeux de données qui pouvaient être partagés entre acteurs de nature différente pour répondre à des besoins particulièrement identifiés. C'est pour ça que moi, je suis convaincue, et je dis, c'est pas de la pub pour que je re-rentre au gouvernement, je vous préviens tout de suite, je suis très bien là où je suis, chez Sopra Steria aujourd'hui, sur les enjeux de performance durable, mais il faudrait une V2 de la loi pour une république numérique, je crois qu'il faudrait l'appeler la loi pour le localisme numérique. Alors que ça soit du municipalisme ou du régionalisme, oh là là, je ne prendrai surtout pas le risque de rentrer dans ces considérations. Mais en fait, le temps 2 de cette loi, c'est un ancrage territorial pour créer les dispositifs qui permettraient ce partage des données de la manière la plus efficiente possible. J'en viens, et alors, pour ça, peut-être que le modèle, que là aussi on a du mal à faire émerger, à faire financer, parce qu'il va à l'encontre du droit classique de la propriété intellectuelle, parce qu'il suppose un partage de la valeur, parce qu'il suppose un partage du pouvoir et de l'information, hein. Le modèle qui pourrait émerger, c'est celui des communs numériques. Et je suis convaincue que les communs numériques au niveau local, par des données partagées, sont une piste hyper intéressante de développement. Si je parle maintenant du constat de la donnée face aux humains, là je ferai un constat qui est classique, mais qui pour moi reste très vrai, qui est que face aux enjeux de transformation numérique des organisations et d'appropriation des données, l'obstacle principal, il ne reste pas la techno, ce n'est pas le niveau de maturité par rapport à l'intelligence artificielle, ce sont les gens, c'est vous, c'est moi, ce sont les utilisateurs, qu'ils soient finaux ou pas, mais qui doivent utiliser ces données. Donc on a beau définir des cas d'usage parfaits, en théorie, la mise en pratique est toujours problématique si elle n'est pas accompagnée. Mais si on met de côté ce qui, à mon sens, reste le principal défi de la bonne appropriation des données, qui est l'humain, d'accord ? Parlons maintenant d'intelligence artificielle. Je mets de côté la nécessaire intelligence humaine pour manier les données. Sur l'intelligence artificielle aussi, je pense qu'il faut
qu'elle devienne un bâton pour la data, mais qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas toutes forcément remplies. Pourquoi? D'abord parce que lorsque l'IA elle est utilisée comme outil d'analyse telle qu'elle est marketée et telle qu'on en parle dans les médias, eh bien, elle n'est pas toujours adaptée aux besoins. Moi, je le vois dans l'entreprise pour laquelle je travaille. C'est une entreprise qui a fait longtemps, qui continue parfois à faire du RP, donc de l'automatisation de processus, de fichiers Excel, etc. Ça peut continuer à être très utile, la data visualisation, le partage de données, la décision, etc. Et puis tout d'un coup, ChatGPT est arrivé et il faudrait que pour automatiser un fichier Excel, on utilise à tout prix ChatGPT. Je trouve que la question de l'adéquation entre le besoin initial et la réponse technologique apportée n'est pas toujours bien posée. Alors, une autre dimension potentiellement problématique du rapport de l'IA à la donnée, c'est le fait que l'IA, et en tout cas l'IA Gen, elle est très souvent entraînée sur des données généralistes. Et ces données généralistes, là aussi, ne sont pas forcément capables de répondre aux bons besoins. Donc, il y a une inadéquation entre les jeux de données qui ont servi à entraîner un chat GPT fort, par exemple, et la réalité des besoins des entreprises aujourd'hui. Donc là aussi, je pense qu'il serait bien de s'autoriser à challenger les solutions qui sont mises à notre disposition pour se dire, et si j'utilisais des modèles d'entraînement plus petits, si j'utilisais des jeux de données plus précis, plus proches de mes métiers, plus proches de mon secteur industriel, finalement, au-delà même du fait que ça permettrait des pratiques un peu plus frugales, peut-être que ça permettrait de mieux répondre à la réalité du besoin. C'est vrai aussi lorsque l'IA sert à créer de la fausse donnée. Donc vous savez que le problème majeur de l'intelligence artificielle, c'est le manque de données. Alors, ou en tout cas le fait que les données utilisées soient un peu toujours les mêmes, finalement, des grandes bases de données très très massives, très consommatrices d'énergie, mais parfois à côté de la plaque. Et donc d'où l'utilité parfois d'utiliser des données synthétiques. Il y a plein d'exemples, mais il y en a un que je trouve particulièrement illustratif, c'est celui de cette start-up dans le domaine de la legal tech qui a entraîné des cas d'usage autour de cas très très juridiques, de décisions de justice qui avaient été rendues sur, par exemple, les divorces sans versement d'une prestation compensatoire ou alors les préjudices corporels en cas d'accident de la route ou alors les licenciements sans motif réel et sérieux. Donc vraiment des situations juridiques très précises sur lesquelles il n'y a pas énormément de jugements à disposition. Donc cette start-up crée pour entraîner ces modèles des données synthétiques, des données fictives, donc des jugements fictifs, avec des résultats très intéressants qui se rapprochaient de performances opérées sur des données réelles. Sauf que la réalité, c'est que ça marche assez rarement, les données synthétiques. Alors là, je me fie à un article que j'ai lu cet été dans le magazine Nature, contre toute attente, qui explique qu'au final, dans la plupart des cas, les données synthétiques, c'est comme une photographie d'une photographie. Vous avez déjà essayé de prendre un smartphone, n'est-ce pas, et de photographier une photo, vous voyez le résultat. Et donc, là aussi, c'est peut-être pas la solution miracle. Donc, au fond, moi, je vous encourage à questionner le besoin initial, à aller chercher les bonnes données, à considérer que les données synthétiques ne suffisent pas, et aussi, à avoir une forme de conscience démocratique sur la source des données. Si vous regardez Le Monde aujourd'hui, vous verrez que j'ai signé une tribune sur le concept de pluralisme algorithmique. Je trouve ça très intéressant parce que le pluralisme, c'est une idée qui ressort du domaine de la démocratie, n'est-ce pas? Et donc c'est la condition d'ouverture du débat à un ensemble le plus ouvert possible d'acteurs. Or, aujourd'hui, on assiste dans la sphère de l'intelligence artificielle à une fermeture des jeux de données. Les géants de la tech ont fait tellement de scrapping que ceux qui produisaient de la donnée, et notamment les médias, ont eu tendance à fermer.
et à appliquer la règle du premier qui signe et le premier qui gagne. Et donc, le journal Le Monde, parmi d'autres, signe pour permettre un usage spécifique des données au détriment de l'accès aux citoyens et au détriment de l'accès aux chercheurs. Et donc, on est finalement dans cette ouverture des algorithmes et des données utilisées pour entraîner les algorithmes, en particulier sur les réseaux sociaux. On est sur des enjeux démocratiques. Et donc, là aussi, j'appelle à une vigilance sur la manière de construire ce lien entre data et IA. C'est d'autant plus vrai que, franchement, l'IA, ça coûte cher. Je ne sais pas si vous avez des... Et je parle de l'IA Gen. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser l'intelligence artificielle. Je suis en train de dire qu'il faut utiliser intelligemment l'intelligence artificielle. J'ai eu des chiffres récents sur le coût d'entraînement des grands modèles pour faire tourner ChatGPT dans son système en propre. Hein. Donc sur ces données, par exemple, si on est une entreprise, disons qu'on est une PME et on veut utiliser ChatGPT pour 40 GPU, sachant que ça coûte 20 000 € par GPU. Pour un POC d'entraînement, on est déjà à 800 000 €. C'est des coûts qui ne sont absolument pas soutenables pour les PME, pour les ETI. Donc ça veut dire que ce n'est pas accessible. Et si on rajoute à cela la question de est-ce que c'est la bonne techno pour le bon besoin, en fait, ça veut dire que posez-vous la question, est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser un bazooka pour enfoncer un clou? Quand on parle d'IA et de données, attention à utiliser un marteau. C'est en général plus utile pour enfoncer un clou. Et ce marteau, il est efficace quand il est sobre et quand c'est un marteau de confiance. Donc, vous aurez compris la référence à l'IA de confiance. J'en viens à ce qui est pour moi le plus important aujourd'hui. Et là, je me tourne plus peut-être vers l'avenir, les 10 prochaines années. Les cas d'usage autour des données qui captent la réalité de l'environnement naturel. Ce matin, j'étais avec les équipes de mon entreprise et je les entendais pitcher sur la manière dont ils utilisent les données géosatellitaires dans le cadre du programme Copernicus pour améliorer la connaissance scientifique en matière de composition des eaux et d'impact du changement climatique sur l'hydrologie, notamment pour mieux faire de la prévention des risques, des aléas climatiques et en particulier des montées des eaux, des crues, etc. Et on est à un moment absolument paradoxal dans l'histoire de l'humanité qui est que notre capacité à connaître le monde du vivant est plus forte que jamais, notamment parce qu'on arrive à l'encapsuler par les datas et à la modéliser numériquement. Et pour autant, le niveau de mise en cause des objectivités scientifiques est très élevé et de plus en plus fort. Et je pense que ici, l'utilisation intelligente des données pour capter l'intelligence de la nature est une des réponses parce que ça permet finalement la compréhension. Et donc, derrière la connaissance, il y a la compréhension et derrière la compréhension, c'est la condition de l'action. Je ne porte pas forcément un discours absolument techno-solutionniste en disant une fois qu'on aura compris le vivant, on aura maîtrisé le problème du changement climatique. Mais c'est le début nécessaire, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante à l'action. Donc après avoir numérisé les territoires, après avoir numérisé les humains, après avoir encapsulé l'intelligence artificielle et numérisé la Terre, alors nous aurons trouver le bâton, mais nous n'aurons pas la direction. Donc une fois qu'on a un bâton pour avancer, où faut-il avancer? Et je pense que sans avoir forcément la direction, il faut avoir la boussole. Et la boussole, c'est l'impact. C'est ce que j'appelle le ROI d'impact. Il faut le rechercher en permanence, le retour sur investissement, mais I pour impact. Donc c'est quelque part le ROI au carré. Et donc, avec son bâton et avec sa boussole de ROI d'impact, alors je suis persuadée qu'on avancera dans la bonne direction et que dans 10 ans, on aura des données intelligentes parce qu'elles auront été bien mêlées. Merci.